Michel de Baptiste, président de la FNSEA, l'invité du journal. La peur, l'Allemagne malade de la violence, Hans-Martin Schleyer introuvable, la police piétine. Une industrie militaire arabe, la France et l'Allemagne maîtres d'œuvre, 200 avions Alpha Jet construits en Égypte. Le rôle politique de Raymond Barre, il reçoit la majorité plus tous les autres. Tueur de l'Ardèche, Pierre Conti, l'animateur de la communauté, serait l'un des tueurs. 83 ans, biologiste, moraliste, écrivain, Jean Rostand, mort à Saint-Cloud aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jean Rostand avait dit « La seule chose qu'on ne peut embellir sans qu'elle en paraisse, c'est la vérité ». C'est une maxime à laquelle nous essayons de nous référer en permanence dans notre métier. À la fin de ce journal, nous rendrons un hommage particulier au plus populaire des savants français, mort samedi dans sa maison de Ville d'Avray et inhumé cet après-midi, une nouvelle que nous n'avons apprise qu'aujourd'hui. Aucune piste dans l'enlèvement du président du patronat ouest-allemand, M. Schleyer. Aucune piste malgré les formidables moyens déployés par la police de l'autre côté du Rhin. Et 24 heures après les événements sanglants de Cologne, les ravisseurs de M. Schleyer, dont on ne sait toujours rien, n'ont, contrairement à ce que l'on avait d'abord dit, toujours pas formulé d'exigences concrètes. Voici la camionnette utilisée par les ravisseurs de Hans-Martin Schleyer, telle que les policiers l'ont retrouvée. Il est 17h30 hier soir lorsque ce minibus s'arrête à côté de la voiture du patron des patrons allemands. Des coups de feu éclatent, 4 personnes sont tuées, le chauffeur de Hans Schleyer et 3 gardes du corps. Hans Schleyer, qui semble-t-il n'est pas blessé, est quant à lui enlevé par les terroristes. Une gigantesque chasse à l'homme s'organise alors tandis que le chancelier Schmitt lance un pressant appel aux Allemands pour qu'ils communiquent tout renseignement sur cette affaire. Seule piste pour les policiers, un message des ravisseurs trouvé dans la camionnette utilisée pour l'attentat et des coups de fil anonymes exigeant la libération d'Andreas Bader et de ses amis emprisonnés en Allemagne. Voilà donc pour les événements de la nuit dernière. Alors avec vous, Michel Meyer, essayons d'en savoir plus sur l'enquête. D'abord, est-ce que l'on a une idée pour l'instant sur le sort de M. Schleyer? Nouvelle, M. Schleyer ne peut que se trouver dans ce que ses ravisseurs appellent certainement une prison populaire, quelque part dans la région de Cologne et de Bonn. À part la lettre d'avertissement à laquelle vous avez fait allusion, aucune exigence particulière des terroristes n'a encore été transmise. Tout le monde s'attend pourtant à ce que ces ravisseurs s'expriment dans le courant de la nuit et demandent éventuellement un échange de la vie de M. Schleyer contre la libération de plusieurs détenus du groupe Baader-Meinhof et notamment de Bader lui-même. Ce serait là la réédition de l'affaire Peter Lorenz. Souvenez-vous, à Berlin, un député chrétien-démocrate avait été enlevé et on avait exigé contre sa vie la libération de 5 détenus du groupe Baader-Meinhof, ce qui avait été le cas. Le gouvernement de Bonn avait accepté. Ces détenus avaient été libérés, on avait mis un avion à leur disposition, ils avaient pu s'enfuir à partir de Francfort à destination du Yémen du Sud, où ils avaient trouvé refuge à Aden, quitte d'ailleurs à quelques mois plus tard à reprendre leurs activités terroristes sur la scène internationale, notamment à Vienne lors de l'attentat contre l'immeuble de l'OPEC. Michel, au-delà de l'enquête, quelle est la signification politique de ce rapt et quel genre de conséquences peut-il avoir chez nos voisins? Eh bien, ce que l'on vit en Allemagne, c'est actuellement une sorte de guerre civile qui oppose quelque chose comme 1500 terroristes décidés à tout contre, il faut le dire, 60 millions d'Allemands. Sur le plan politique, l'épreuve est, vous le devinez, tout à fait redoutable pour le chancelier Schmitt, quoi qu'il fasse d'ailleurs. Il risque de se disqualifier, autant en cédant au chantage des terroristes et en libérant, bien entendu, Bader et ses codétenus contre l'avis de Martin Schleyer, qu'en faisant l'inverse, c'est-à-dire en restant dur. C'est peut-être sa tendance à l'heure actuelle, et en mettant en jeu la vie du patron des patrons allemands, ce qui ne plairait bien entendu pas à ses amis politiques, à savoir les chrétiens-démocrates, et même ses amis de corporation, les patrons allemands. Alors voilà la situation. Je crois en effet qu'on ne peut pas vraiment comprendre la violence de cet enlèvement sans se référer au climat politique de l'Allemagne de l'Ouest, un pays jusqu'alors mollement divisé entre un centre droit et un centre gauche, et qui a fini par engendrer un extrémisme dont on ne peut connaître la mesure en France, un extrémisme qui très vite allait déboucher en 10 ans sur le terrorisme à l'état pur. Les premiers drapeaux noirs de l'anarchie et du gauchisme sont apparus en Allemagne fédérale vers le milieu des années 60. À l'époque, il s'agissait de refaire le monde en occupant des vieilles maisons destinées aux démolisseurs,
sacrifiés à la spéculation immobilière. Les fièvres de 68 passées, il ne resta plus guère face à l'État qu'une poignée de combattants armés et décidés à tout. Hold-up, attentats au plastique, exécutions politiques sont devenus les instruments du terrorisme allemand. Il s'agit d'ébranler un pouvoir officiel haï, car jugé complice objectif de l'impérialisme américain et du capitalisme en général. En Allemagne, cette contestation a pris plus vite que nulle part ailleurs en Europe des formes radicales et a utilisé la violence et la terreur en tant qu'instrument pour provoquer l'État à une réaction de même nature et le disqualifier. S'agit-il là d'une façon spécifique aux jeunes Allemands de contester la société de parents jadis coupables du péché nazi? Ce sociologue en est convaincu. Pour lui, les Allemands du Troisième Reich ont longtemps fermé les yeux devant les erreurs et les crimes commis. De plus, ils ont courbé l'échine devant le pouvoir, à l'exception des résistants au régime nazi. Fils perdus et frustrés des révoltes étudiantes de 68, les terroristes allemands ont souvent trouvé abri chez leurs homologues palestiniens. Là, ils bénéficièrent d'une formation paramilitaire que ne nie en aucun moment le porte-parole palestinien Abou Sharif. Pour lui, plusieurs milliers de révolutionnaires du monde entier ont effectué des stages dans les camps du Liban. Parmi eux, il y avait naturellement des Allemands. Andreas Bader, le chef du terrorisme allemand, est l'un des activistes qui a fréquenté les camps d'entraînement palestiniens du Liban. Avec lui, dans sa guerre totale contre l'État de Bonn, une poignée de jeunes hommes et femmes, dont Gudrun Henslin, une fille de pasteur, défendue par un avocat berlinois. Pour ce défenseur, les activistes emprisonnés n'ont pas fondamentalement changé d'analyse sur la société allemande et le monde en général. Ainsi d'ailleurs que sur ce qui était réalisable ou restait réalisable en Allemagne fédérale. Il n'est cependant pas exclu, nous dit Otto Schily, qu'il soit devenu plus critique envers certaines actions actuelles du groupe Baader-Meinhof et même envers celles qui se sont déroulées sous leur responsabilité. Sur le fond, ils sont pourtant restés fidèles à eux-mêmes. Ils continuent par exemple de penser qu'il était juste d'attaquer les bases américaines installées en Allemagne alors que la guerre du Vietnam était à son apogée. Au nom de cette politique, les terroristes allemands ont déjà leur martyr. C'est le cas d'Ulrike Meinhof, qui s'est suicidé l'an dernier en prison. Son avocat, Klaus Croissant, n'a jamais admis la version du suicide. Accusé de complicité avec ses clients, il s'est actuellement réfugié en France. À l'enterrement d'Ulrike Meinhof, quelques 4000 sympathisants s'étaient regroupés autour de sa tombe. C'est dans leur rang que se recrutent les commandos de Desesperados, dont l'unique but politique semble désormais se limiter à la libération d'Andreas Bader de sa prison de Stuttgart-Stammheim. Le voyage officiel du roi Hussein de Jordanie en France est déjà terminé. 24 heures assez denses avec pour l'essentiel des conversations ce matin entre le roi et Valéry Giscard d'Estaing. Une visite officielle qui va se prolonger par 2 jours de voyage privé dans notre pays. Mais avant de se réfugier dans l'incognito, Hussein avait accordé aux journalistes français un entretien au cours duquel il devait une fois de plus démentir la rumeur de conversations récentes, secrètes avec l'Israélien Dayan. Et puis, il allait tirer un rapide bilan de ces entretiens. That our relations are extremely close. They have been over a long period of time. Les relations entre la France et la Jordanie ont toujours été excellentes. Nous défendons les mêmes principes, les mêmes valeurs, a déclaré le roi Hussein. C'est notre intérêt commun d'aboutir à une paix juste et durable. Nous n'avons pas cherché à acheter des armes à la France, mais nous le ferons si nous en avons besoin. Non, a dit le roi, je n'ai pas évoqué la résolution 242 avec le président français, ni d'ailleurs avec quiconque. Oui, depuis Rabat, l'OLP est l'unique représentant des Palestiniens. Ils doivent participer à la conférence de Genève. Mais, a ajouté le roi, on a déjà perdu trop de temps à ce propos, à discuter de la forme et non du contenu. Ce qui est important, ce sont les résultats de Genève. And our friends in Europe.
Hussein de Jordanie aura peut-être pu évoquer aussi avec le président français ce fantastique marché qu'offre un consortium de pays arabes avec l'Égypte comme leader. La construction de 200 avions franco-allemands, Alpha Jet. 200 Alpha Jet, cela veut dire pour l'aéronautique française du travail pour 6000 personnes. Voici l'Alpha Jet, avion biplace d'entraînement construit par Dassault en France et Dornier en Allemagne fédérale. Il existe une version armée de cet avion qui intéresse beaucoup l'Égypte. Ce pays pourrait faire d'une pierre deux coups, entraîner ses pilotes et acquérir des armements. Le contrat, s'il est signé, portera sur 200 avions, c'est-à-dire autant que les flottes françaises ou allemandes. C'est beaucoup. Mais ce contrat n'est pas encore signé, car ce qui se dessine derrière est énorme. Il s'agit de créer une industrie arabe de l'armement située en Égypte, financée par l'Arabie Saoudite et utilisant les connaissances, la matière grise française. Cela fait bien des jaloux, mais aussi cela oriente l'industrie dans une direction pro-arabe pour longtemps. À tel point que le Mirage 2000 que voici, en construction actuellement à Saint-Cloud, pourrait être vendu en Arabie Saoudite et que son successeur, le Super Delta, que l'armée française ne veut pas se payer car il est trop cher, serait financé par les Saoudiens et finalement ne serait construit que pour les pays arabes. En matière d'armes, la vente, plus que du commerce, c'est de la diplomatie. La politique maintenant. Début il y a quelques heures du tour d'horizon de Raymond Barre avec les principaux leaders de la majorité. Premier à être reçu par le Premier ministre Jacques Chirac, apparemment très satisfait de ces entretiens. Dans quelques minutes, ce sera au tour des centristes, etc., etc. Alors tout cela nous amène, Noël Copin, à nous demander quel sera le rôle du Premier ministre dans la bataille électorale. À noter qu'à l'horizon, il y a toujours la possibilité d'un sommet entre les différentes composantes de la majorité autour du Premier ministre. Eh bien oui, il a été question de ce sommet d'ailleurs tout à l'heure entre M. Barre et M. Chirac. L'entretien, dit-on, de part et d'autre a été très cordial et M. Chirac n'a pas fait d'objection à cette réunion d'ensemble. Vous savez que le Premier ministre n'aime pas le terme de sommet. Mais par contre, M. Chirac a exprimé des réticences sérieuses à la participation de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le Premier ministre a pris acte de ces réticences et il va poursuivre ses entretiens. Demain, il recevra précisément M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, donc on parlera sans doute à nouveau du sommet et de M. Chirac. Mais ce qui est intéressant aussi à noter, et on le disait tout à l'heure dans l'entourage du Premier ministre, c'est que M. Barre a l'intention de recevoir aussi d'autres personnalités que les leaders de la majorité. Il va recevoir par exemple M. Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre. Il va recevoir également M. Michel Jobert, qui ne se réclame pas de la majorité, et d'autres personnalités comme M. Christophe Loret et Aymar Achilfould. Et l'on souligne que le Premier ministre a comme stratégie d'élargir le plus possible la majorité contre le programme commun, et il en reviendrait finalement à cette stratégie qui avait été définie par le président Pompidou au moment où s'ouvrait la campagne de 1973, lorsqu'il avait dit qu'il voulait rassembler contre le programme commun tous les autres. Alors quelle sera l'action personnelle de Raymond Barre dans les mois à venir ? Eh bien, il a employé à nouveau devant M. Chirac, je crois tout à l'heure, d'après ce que l'on m'a dit, l'expression un rôle de conciliation et de synthèse. Ce qui veut dire que pour lui, les tractations, les négociations préélectorales ne sont pas de son fait, ne sont pas de son niveau, c'est l'affaire des partis politiques. Et même ce manifeste signé hier, s'il se réjouit de la signature, s'il se réjouit de l'accord, le Premier ministre estime également que c'est l'affaire des partis politiques et qu'il n'est pas lié. Par contre, son rôle personnel, en dehors de sa propre candidature, mais on ne sait toujours pas dans quelle circonscription, il rappelle qu'il l'avait défini à Strasbourg en mai dernier, il l'a rappelé encore à Colmar tout récemment. Il s'agit pour lui, pour le gouvernement, de définir sous l'autorité du président de la République les grands objectifs d'action qui seront ceux du gouvernement pour les années à venir. C'est là, au niveau donc proprement gouvernemental, qu'il situe son rôle dans la campagne électorale. Politique toujours, en bref, une interview du radical de gauche François Loncle dans le Matin de Paris qui paraît demain. Le mouvement des radicaux de gauche n'imposera pas sa signature à un programme commun actualisé qui laisserait la porte ouverte à n'importe quelle nationalisation. Et puis une petite crise au sein du conseil municipal de Thionville. Un adjoint socialiste décide de passer au parti communiste. Les communistes deviennent majoritaires dans ce conseil. Devant moi, 3 journaux, Le Monde, François, Le Figaro. C'est une surprise, jamais ces 3 journaux n'ont publié autant d'offres d'emploi, plus de 30% de plus par rapport à la même période l'année dernière. 13 pages pour Le Monde, 8 pour Le Figaro, 6 pour François. Les discussions salariales dans le secteur public. Hier, je vous le disais, l'État proposait une augmentation de 2,6% dans la fonction publique. Aujourd'hui, le directeur général de l'EDF a fait les mêmes propositions aux syndicats, avec en plus la possibilité d'une progression du pouvoir d'achat d'environ 1%. Mis à part la CGT et la CFDT, qui d'ores et déjà ont décidé qu'elles ne signeraient pas, les 3 autres syndicats ont demandé un temps de réflexion
pendant que se déroulaient ces discussions salariales. Vous l'avez vu, une centaine d'agents de la CGT et de la CFDT manifestaient devant le siège de l'EDF. Et puis à la RATP, eh bien, le climat ne semble pas trop détérioré. Force ouvrière parle d'éléments positifs dans les propositions de la direction. Nouveau rebondissement dans le conflit de l'usine de Montéfibre dans les Vosges. Après les ouvriers hier, c'est le préfet des Vosges qui s'est opposé aux propositions de la direction qui prévoyait de très larges licenciements, qualifiés d'absurdes par l'évêque de Saint-Dié. Et ce matin, c'est le gouvernement français qui a demandé à Rome d'intervenir. Alors pour mieux comprendre cette intervention d'État à État, il faut, je crois, connaître mieux les structures de cette usine. À côté des 68% d'actions détenues par les petits propriétaires, ils sont quelques 200 000, c'est l'État italien qui, à travers 2 sociétés publiques, possède près du tiers de la Monte d'Issone. La Monte d'Issone, ce géant multinational qui détient en quasi-totalité le capital de Montéfibre France. De Rome dépend donc bien l'avenir des 1000 ouvriers vosgiens. C'est un outil de production ultramoderne, coût 600 millions de francs, que verront demain matin les dirigeants italiens de la Monte d'Issone lorsqu'ils se réuniront avec les syndicats pour reprendre les discussions. Pouvait-on l'abandonner? Non, ont répondu les représentants des ouvriers, comme le préfet des Vosges. Pouvait-on abandonner 600 ouvriers? Même réponse, non. Quant aux syndicats, pour se faire entendre, après une discussion marathon de 12 heures, ils sont allés jusqu'à retenir le directeur de l'usine, lui dira séquestré, jusqu'à 2h30 du matin. Vous savez, je crois depuis hier, la majorité des ouvriers ont perdu espoir, car on n'arrive pas à un résultat plausible, on est toujours en discussion qui mène à rien, en définitive. 48 tonnes de fioul sont arrivées à l'usine ce matin. Elles permettront d'alimenter les hauts fourneaux jusqu'à la fin de la semaine. Une concession arrachée au directeur, un des atouts des syndicats. Avec nous ce soir, on a invité Michel Debatisse, le président de la FNSEA, qui doit demain se rendre à l'Élysée chez Valéry Giscard d'Estaing. Et, Monsieur le Président, on ne connaît guère de dirigeants qui ne se rendent à l'Élysée sans tirer de sonnette d'alarme. Est-ce que ça va être votre cas? Eh bien, justement, l'entretien de demain avec le Président de la République a pour but de lui faire part de notre inquiétude face à l'évolution de la situation agricole en général. En effet, notre bureau agricole commun d'études a fait les chiffres, les prévisions de revenus pour l'année 1977, et nos chiffres, malheureusement, à cause du temps, sont mauvais. Et nous souhaitons donc nous entretenir avec le président de cette importante question et de voir comment il entend jouer sur le problème des montants compensatoires monétaires, parce qu'on ne sait pas, le Français ne sait pas que, par exemple, l'agriculteur qui vend 1 kilo de fromage ou 1 quintal de blé en Allemagne paie 15% pour avoir le droit de vendre, n'est-ce pas, ce produit en Allemagne, alors que l'agriculteur allemand, lui, reçoit 10% pour vendre ce même produit en France. Il y a donc une distorsion de concurrence. Et ce que nous souhaitons, c'est de voir comment le gouvernement français, comment le président de la République entend redonner la compétitivité nécessaire à l'agriculture française pour qu'elle puisse jouer le rôle qu'elle a à jouer, c'est-à-dire assurer l'équilibre de la balance commerciale agroalimentaire. J'imagine, Monsieur Debatisse, que vous n'êtes pas indifférent au débat politique, du moins en ce qui vous concerne, l'agriculture, puisqu'il est beaucoup question du programme commun. Qu'est-ce que vous pensez de la création d'offices fonciers? Bon, bien, sur ce point très précis, je peux simplement donner la position de la majorité de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, c'est que nous ne sommes pas très partisans d'un système qui serait beaucoup trop contraignant, beaucoup trop bureaucratique. Nous préférons, nous, qu'il y ait une amélioration du fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier. Et nous attendons d'ailleurs, comme le Premier ministre nous l'a promis à la conférence annuelle, qu'il y ait une discussion au Parlement à la rentrée pour redonner aux sociétés d'aménagement foncier le même rôle qu'à l'origine elles avaient lors de la loi de 1962. Mais à choisir, vous préférez le programme socialiste ou le programme communiste? Oh, pour nous, vous savez, il n'y a pas une question de choix. La position du président de la Fédération nationale n'est pas de choisir entre tel et tel programme de parti politique. Tout de même, il a des adhérents qui sont, je dirais, qui appartiennent à toutes les formations politiques. Il a un point de vue personnel, mais en tant que représentant de l'ensemble des agriculteurs, il n'a pas à choisir. Cependant, si je juge globalement, et si les agriculteurs prennent une position globale dans le cadre politique, d'un débat politique, c'est un débat de société. Ils ne souhaitent pas un système collectif,
Non pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que travailler ensemble. Ils ont des caisses de crédit, des coopératives, des conseils qui sont élus par les agriculteurs, mais ils en savent justement les limites. Et ils n'ont pas donné l'efficacité qu'a aujourd'hui l'agriculture française. Un agriculteur sur 3 travaille pour vendre à l'étranger, justement pour abandonner un système de base qui est le système de l'exploitation familiale gérée par une famille. Si je traduis bien, vous refusez le programme commun. Est-ce qu'à votre manière, vous allez indiquer à vos adhérents le bon choix, entre guillemets? À notre manière, si dans le débat politique, je dirais, les partis de gauche portent atteinte à une certaine politique agricole, le président de la fédération sera amené à intervenir et à donner la position des agriculteurs. Et ce sera un engagement assez net aux côtés de la majorité? Ah, le problème ne se pose pas comme ça. Ce n'est pas Michel de Baptiste, c'est un conseil national ou un conseil d'administration qui, à ce moment-là, sera amené à prendre position. Alors, justement, une question personnelle à Michel de Baptiste. Est-ce que vous-même, vous serez candidat dans ce débat politique? On a beaucoup parlé de vous. On en parle beaucoup, mais vous savez qu'avec des amis, nous avons fondé le GIR, qui est le groupement Initiative et Responsabilité. Et pour l'instant, il ne s'agit pas de s'engager dans le débat politique, mais il s'agit de rappeler à l'ensemble de l'opinion française qu'une société est basée sur des hommes et des femmes qui font des sacrifices et qui font des efforts, que tout n'est pas possible au niveau de la société. Et il se peut qu'au cours des prochains mois, en fonction du débat politique, alors, à ce moment-là, nous soyons amenés à intervenir directement dans le débat politique. Et vous-même, personnellement, candidat aux élections législatives, et dans quel camp? Giscardien, gaulliste? Pour l'instant, le président de la Fédération nationale n'est pas candidat aux élections législatives. Je vous remercie. L'affaire du hold-up sanglant de l'Ardèche, c'est une quasi-certitude maintenant. Pierre Conti est bien l'un des tueurs. Les policiers en sont pour leur part désormais sûrs. Le deuxième tueur, en revanche, n'est toujours pas identifié. Nous écoutons tout de suite l'enquête de Daniel Cazal. Nous écoutons, je crois que le mot était malvenu. Nous avons vu Daniel Cazal, nous ne l'avons pas entendu. J'espère que d'ici la fin de ce journal, nous pourrons réentendre ce reportage de Daniel Cazal dans l'Ardèche. Un autre hold-up sanglant ce matin, un policier a été grièvement blessé par plusieurs gangsters qui venaient de dévaliser un bureau de poste à Blanc-Ménil, près de Paris. Le séparatiste basque Apatelegui est libre depuis quelques heures, liberté sous contrôle judiciaire. La police lui a demandé de ne pas quitter le département des Bouches-du-Rhône. Sa liberté avait été demandée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a été fêtée par des sympathisants français et espagnols. Je vous l'ai dit en début de journal, Jean Rostand est mort. Il est mort samedi, mais nous ne l'avons appris qu'aujourd'hui, quelques minutes avant son inhumation dans le petit cimetière de Ville-d'Avray, près de Paris, en présence d'un petit groupe d'intimes. Il avait 82 ans. Son visage, vous le connaissez tous, celui des savants rêveurs et débonnaires, les savants des temps passés ou des bandes dessinées. Mais sous ces dehors bohèmes, quelle rigueur, quelle passion chez cet homme, philosophe, moraliste, Je voudrais faire agir ce facteur à différents stades du développement. Le faire agir dans l'embryon, en l'inoculant dans l'œuf. Le faire agir presque dans les premiers bastomères. Alors, je ne sais pas quelle anomalie nous obtiendrions, de le faire agir sur les blasphèmes de régénération, le faire agir sur toutes sortes d'autres animaux. Vous voyez, surtout étant donné mon âge, qu'il me reste beaucoup de choses à faire et que je ne pourrais peut-être même pas achever, malgré la modicité de mes moyens de travail. Biologiste, polémiste, moraliste, Jean Rostand était pour le grand public l'homme aux grenouilles. Ces grenouilles à qui il greffait 2 têtes ou 7 pattes. Fils du dramaturge Edmond Rostand et de la poétesse Rosemonde Gérard, il décida à 10 ans d'opter pour la science en lisant un livre d'entomologie. Il n'abandonna pas pour autant la littérature, héritage familial, car il lui arriva d'écrire un volume de pensées contre la famille, lui qui était époux modèle et bon père, un pamphlet contre les femmes, il adorait la sienne, et même une pièce. Mais ce sont ses travaux sur la parthénogénèse, l'insémination artificielle, les anomalies génétiques, thème de plus de 50 livres qui le firent connaître dans le monde entier et élire en 59 à l'Académie française. Fut-il un grand savant? Les scientifiques purs le contestaient parfois, irrités par tant de photos parues si souvent dans la presse de ce professeur Nimbus véhément et pittoresque à qui on accolait des définitions ronflantes telles que le biologiste de notre temps. C'est le rayonnement de son caractère passionné mais rationnel, la multiplicité de ses intérêts qui fascinait et dépassait ses recherches.
Il allait protester au Veldiv contre l'atome avec le même cœur qui lui faisait animer au lycée de Cours le club des jeunes amis de la nature. Écologiste, il défendait les paysans, bourgeois fortuné, libre de ses recherches, il se proclamait gauchiste, mais déchiré, disait-il, entre sa sensibilité et son désir d'efficacité. C'était un homme d'imagination, de curiosité et de les biologistes se mettent à jouer avec les embryons humains comme nous jouons avec les embryons de grenouilles ou de poulets. Oui, pensez-vous qu'on aille trop loin, même? Je ne suis pas sûr qu'on va trop loin, mais enfin, comme je le dis, nous arrivons là à une limite et il faudrait peut-être songer à réglementer ce genre de recherche. Tout cela fait partie de ce grand mouvement de manipulation de l'homme par l'homme devant lequel il n'est pas possible qu'un biologiste, un tant soit peu pensif, ne se sente à la fois plein d'espoir et d'inquiétude. Et puis Jean Rostand avait eu ce joli mot, le biologiste passe, la grenouille reste. Comme promis maintenant, l'enquête de Daniel Casal sur la recherche des 2 tueurs fous de l'Ardèche. Je pense maintenant que la communication est établie. Le juge d'instruction de Privas a lancé cet après-midi un mandat d'arrêt contre Pierre Conti. La preuve qui lui manquait lui a été apportée par les enquêteurs. Les empreintes relevées sur les lunettes retrouvées à bord d'une voiture volée et utilisée par les malfaiteurs, eh bien, ces empreintes sont celles de Pierre Conti. Du coup, de témoin numéro 1, Pierre Conti devient le suspect numéro 1. Qui est le 2e tueur de l'Ardèche? Eh bien, pour l'instant, les enquêteurs n'en savent rien. Ils sont cependant à peu près certains qu'il ne s'agit pas de Jean-Philippe Mouillot. Comment est-on remonté jusqu'à Jean-Philippe Mouillot? Eh bien, le procureur de la République, qui se refuse à toute interview, se livre cependant à quelques confidences auprès des journalistes. Et c'est ainsi qu'on a pu savoir que les enquêteurs qui ont fait, depuis le moment du hold-up, du porte-à-porte tout le long du trajet emprunté par les malfaiteurs, sont tombés sur un certain nombre de témoins qui leur ont signalé le passage d'abord de la voiture qui a été utilisée pour le hold-up et ensuite d'une autre voiture, une DS, qui n'était pas une DS de la région et dont ils ont relevé le numéro. Et ce numéro est celui de la voiture de Jean-Philippe Mouillot. Et c'est de cette façon que les enquêteurs sont donc remontés jusqu'à Jean-Philippe Mouillot et jusqu'à Rochebesse. La météo maintenant, il y aura beaucoup de nuages sur les régions voisines de la Manche demain, mais très peu de pluie. Partout ailleurs, un temps généralement chaud et ensoleillé. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité est après les dossiers de l'écran, vers 23h30, avec Betty Duro. Bonsoir, à demain.